Le millionnaire ne s'attendait jamais à découvrir qui était sur son toit. Un petit mendiant et un geste qui allait tout changer. De la solitude du toit au luxe d'un manoir. Une histoire de rencontre et de transformation inattendue. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le vent froid de juin soufflait avec intensité dans les rues du quartier chic de Paris, faisant danser les arbres une valse sombre contre le ciel obscur. Richard Moreau, homme d'affaires respecté dans le secteur de la technologie, conduisait sa Mercedes sur l'avenue bordée d'arbres en direction de son manoir à Neuilly-sur-Seine. L'horloge indiquait 23h45, et ses pensées oscillaient entre les réunions de la journée et le manque de sa maison. En passant le portail automatisé, il remarqua quelque chose de différent. Un bruit subtil, presque imperceptible, venait de la partie supérieure de la maison. Ses gardes n'avaient rien signalé d'inhabituel, mais des années d'expérience dans les affaires lui avaient appris à faire confiance à son instinct. Après s'être garé, il décida d'enquêter personnellement. Il monta les escaliers menant à la terrasse, un endroit que sa femme Hélène aimait tant avant l'accident. L'espace, autrefois plein de vie avec son jardin suspendu, restait maintenant pratiquement abandonné, ne servant que de douloureux rappels du passé. C'est alors que ses yeux captèrent un mouvement près de l'ancienne serre. Là, recroquevillé sous une couverture usée, dormait un garçon qui ne semblait pas avoir plus de 12 ans. Son visage, même dans le sommeil, portait une expression de préoccupation qui ne correspondait pas à son âge. À côté de lui, un petit sac à dos usé contenait quelques effets personnels de base et un livre très utilisé sur les constellations. Richard s'approcha prudemment, essayant de ne pas effrayer le garçon. Mais un grincement du vieux bois trahit sa présence, et le garçon se réveilla en sursaut, ses yeux écarquillés mêlant peur et détermination. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit Richard d'une voix douce, gardant ses distances. « Comment t'appelles-tu » Le garçon hésita, serrant la couverture contre sa poitrine. « Michel, » répondit-il d'une voix tremblante mais ferme. « Michel, il fait très froid ici en haut. Pourquoi ne descends-tu pas avec moi? Nous pourrons mieux parler en bas avec un chocolat chaud. » Le garçon sembla réfléchir à l'offre, ses yeux alternant entre Richard et l'escalier menant à la sortie. « Vous allez appeler la police ?»« Pas si tu me racontes ton histoire, » répondit Richard, percevant la vulnérabilité dans la voix du garçon. « Je promets que je vais juste écouter. » Après quelques moments d'hésitation, Michel acquiesça d'un signe de tête. Il rassembla ses maigres affaires et suivit Richard jusqu'à la cuisine du manoir, où Marie, la gouvernante qui travaillait depuis 2 décennies avec la famille, prépara du chocolat chaud et quelques sandwichs. Entre 2 gorgées de la boisson chaude, Michel commença à raconter son histoire. Il avait perdu sa grand-mère, la seule personne qui s'occupait de lui, il y a quelques semaines. Sans autres parents connus et craignant d'être emmené dans un foyer, il avait décidé de vivre dans la rue. Le toit du manoir était devenu son refuge ces derniers jours, car de là, il pouvait voir les étoiles et se sentir plus proche du ciel, comme sa grand-mère avait l'habitude de dire. Richard écoutait attentivement, observant les détails que le garçon révélait inconsciemment, sa façon de parler articulée, le soin avec lequel il tenait la tasse, le livre d'astronomie qu'il portait comme un trésor. Il y avait quelque chose de spécial chez ce garçon, une dignité que les circonstances difficiles n'avaient pas réussi à effacer. « Tu ne peux pas continuer à dormir sur le toit, Michel, » dit finalement Richard. « J'ai une chambre d'amis vide, et tu peux y rester cette nuit. Demain, nous parlerons mieux de ta situation. » Le visage du garçon s'illumina d'un mélange d'espoir et de méfiance. « Vous me laisseriez vraiment ?»« Oui, » confirma Richard, surpris par sa propre certitude. « Marie va préparer la chambre pour toi, et demain, nous parlerons avec ma femme Hélène. » Pendant qu'il observait Michel suivre Marie vers la chambre d'amis, Richard réfléchissait à la décision impulsive qu'il venait de prendre. Hélène, sa femme, traversait une phase délicate depuis l'accident qui l'avait laissée en fauteuil roulant. Et Robert, son beau-frère qui vivait avec eux, aurait certainement des objections. Mais quelque chose dans son cœur lui disait que c'était la bonne décision. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Richard réfléchissait à la façon dont il présenterait la situation à Hélène le lendemain matin. Sa femme, autrefois si vivante et passionnée par le jardin sur la terrasse, sortait maintenant rarement de sa chambre au premier étage. Peut-être, pensa-t-il, que la présence de Michel pourrait apporter quelque chose de nouveau à cette maison qui semblait avoir perdu son âme depuis si longtemps.
Le matin arriva avec une douceur qui contrastait avec la tension dans l'air. Richard avait passé une bonne partie de la nuit éveillé, planifiant comment il présenterait Michel à la famille. Il décida de commencer par Hélène, sa femme, qui avait l'habitude de se réveiller tôt même après l'accident qu'il avait confinée dans un fauteuil roulant 3 ans auparavant. Il la trouva dans sa chambre, adaptée au premier étage, observant par la fenêtre le jardin dont elle ne pouvait plus s'occuper. Son visage délicat gardait les traces de la beauté qui l'avait charmé 20 ans plus tôt, mais portait maintenant une mélancolie constante qui lui brisait le cœur. « Hélène », appela-t-il doucement en s'approchant, « nous devons parler de quelque chose d'important. » Elle tourna son fauteuil roulant dans sa direction, ses yeux verts montrant de la curiosité. Richard lui raconta l'histoire de Michel, essayant d'être le plus honnête possible sur les circonstances dans lesquelles il l'avait trouvé et sa décision de l'héberger temporairement. « Tu as amené un garçon inconnu dans notre maison ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant surprise et appréhension. « Richard, nous ne pouvons pas simplement… » Elle fut interrompue par le bruit de pas dans le couloir. Marie conduisait Michel vers la salle à manger pour le petit déjeuner et le garçon s'arrêta à la porte en voyant Hélène. Leurs yeux se rencontrèrent et quelque chose d'inexplicable passa entre eux. Le garçon fit une petite révérence maladroite. « Bonjour, madame », dit-il poliment. « Excusez-moi pour le dérangement. Je promets de ne pas causer de problème. » Hélène observa le garçon attentivement. Il y avait quelque chose de familier dans ses gestes, dans la façon dont il gardait le dos droit même en portant des vêtements trop simples pour sa taille. « Tu aimes les jardins ?» demanda-t-elle soudainement, remarquant comment il regardait avec intérêt les plantes fanées sur la véranda. « Oui, madame », répondit Michel, ses yeux brillants. « Ma grand-mère avait un petit jardin et elle m'a appris beaucoup sur les plantes. J'ai vu que la terrasse a une serre. » « Avait, corrigea Hélène, un ton d'amertume dans sa voix. « Personne ne s'en occupe plus depuis que je ne peux plus monter là-haut. »« Je pourrais aider, » offrit timidement Michel. « Je sais comment prendre soin des orchidées et des fougères. Ma grand-mère disait que les plantes sont comme les gens, elles ont besoin d'attention et d'amour pour s'épanouir. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Robert, son frère, entra dans la pièce. Grand et toujours impeccablement vêtu, il s'arrêta brusquement en voyant Michel. « Quelle est cette histoire, Richard ?» demanda-t-il, son ton laissant clairement transparaître sa désapprobation. « Hélène, tu étais au courant ?»« Robert, s'il te plaît, » intervint Richard. « Nous pouvons en parler dans le bureau. » Dans le bureau, Robert ne contint pas son indignation. « Vous avez perdu la tête? Amener un gamin de la rue à la maison? Avez-vous pensé au risque? À notre réputation? »« C'est juste un enfant qui a besoin d'aide, » argumenta Richard. « Un enfant qui a pénétré dans notre propriété, » rétorqua Robert. « Et s'il a une famille qui le cherche? Et s'il fait partie d'un stratagème ?» Pendant que les hommes discutaient dans le bureau, quelque chose d'inattendu se produisait dans la salle à manger. Hélène observait Michel arroser soigneusement les plantes fanées de la véranda, utilisant des techniques qu'elle-même appliquait autrefois. Il y avait une délicatesse dans ses mouvements qui lui rappelait elle-même des années auparavant. « Où as-tu appris à prendre soin des plantes comme ça ?» demanda-t-elle, approchant son fauteuil. « Ma grand-mère, » répondit Michel, concentré sur l'enlèvement des feuilles sèches d'un pot d'orchidée. Elle disait que chaque plante a sa propre histoire à raconter, il faut juste apprendre à écouter. Hélène sentit quelque chose s'éveiller en elle, une connexion depuis longtemps endormie. « Ta grand-mère semblait être une femme très sage. »« Elle l'était, » acquiesça Michel, ses yeux s'embuant légèrement. « Elle disait toujours que les étoiles guident notre chemin, mais ce sont les racines qui nous maintiennent fermement. » Dans le bureau, la discussion se poursuivait avec ardeur. Robert insistait pour contacter les autorités, tandis que Richard restait ferme dans sa décision d'aider le garçon. Le débat ne fut interrompu que lorsque Marie entra précipitamment. « Messieurs, vous devez voir ça, » dit la gouvernante, sa voix trahissant l'émotion. Sur la véranda, ils trouvèrent Hélène souriant pour la première fois depuis des mois, tandis que Michel expliquait patiemment les soins nécessaires pour récupérer une orchidée que tous croyaient perdue. Le garçon avait improvisé un support pour la plante en utilisant des matériaux simples trouvés dans la maison, exactement comme Hélène avait l'habitude de le faire. Dans les semaines qui suivirent, une transformation subtile commença à s'opérer dans le manoir des Moreau. Michel, par sa présence silencieuse et dévouée, apporta une nouvelle énergie à l'environnement autrefois mélancolique. Chaque matin après le petit déjeuner, il montait sur la terrasse pour s'occuper des plantes,
toujours sous le regard attentif de Robert, qui avait insisté pour installer des caméras de sécurité supplémentaires. Hélène, intriguée par le dévouement du garçon, commença à passer plus de temps sur la véranda du premier étage, d'où elle pouvait le voir travailler. À travers les grandes fenêtres en verre, elle observait comment il traitait chaque plante avec un soin particulier, exactement comme elle le faisait autrefois. Un jour, elle prit son courage à deux mains et lui demanda d'apporter quelques plantes plus près d'elle. « Pourrais-tu me montrer ce que tu as fait là-haut » demanda-t-elle, essayant de dissimuler l'émotion dans sa voix. Michel descendit avec une orchidée que tous croyaient perdue, montrant maintenant de nouveaux bourgeons. « C'est une Laelia purpurata », expliqua-t-il avec aisance. Elle avait juste besoin d'un peu d'attention et du bon endroit pour pousser. Hélène toucha délicatement les feuilles de l'orchidée, sentant la texture sous ses doigts. « C'était ma préférée », murmura-t-elle. « Comment as-tu su qu'elle pouvait encore être sauvée ?»« Les plantes sont plus fortes qu'on ne le pense », répondit Michel, ses yeux brillants d'une sagesse au-delà de son âge. « Ma grand-mère disait que même quand elles semblent sans vie, elles gardent encore de l'espoir en elles. » Pendant ce temps, dans le bureau, Robert fouillait inlassablement des informations sur le passé du garçon. Quelque chose dans cette histoire ne correspondait pas à son esprit méthodique. Comment un garçon de cet âge pouvait-il avoir autant de connaissances sur les plantes? Et pourquoi avait-il choisi précisément ce manoir pour s'abriter? « Tu es obsédé, Robert », commenta Richard, trouvant son beau-frère entouré de papiers et d'écrans d'ordinateur. « Le garçon a juste besoin d'une chance. »« Je suis le seul ici à penser avec ma tête », rétorqua Robert, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Hélène est vulnérable depuis l'accident et tu laisses l'émotion obscurcir ton jugement. » Dans le jardin d'hiver, ignorant la discussion, Hélène et Michel passaient de plus en plus de temps ensemble. Elle commença à partager ses connaissances sur le jardinage, surprise de découvrir que le garçon maîtrisait déjà beaucoup des techniques qu'elle avait elle-même mis des années à perfectionner. « Ma grand-mère avait un cahier rempli de notes sur les plantes », commenta Michel tout en taillant soigneusement un bonsaï. Elle disait que chaque technique a sa propre histoire, transmise de génération en génération. Hélène sentit son cœur se serrer. Elle aussi avait un tel cahier depuis longtemps rangé dans une boîte après l'accident. « Ta grand-mère devait être une femme très spéciale, dit-elle, observant la précision et la délicatesse des mouvements du garçon. Un jour, pendant le déjeuner, Michel surprit tout le monde en présentant un petit terrarium qu'il avait monté en utilisant un ancien aquarium abandonné. À l'intérieur, un micro-jardin prospérait avec différentes espèces de plantes miniatures. « C'est pour vous, madame, » dit-il timidement à Hélène. « Comme ça, vous pouvez avoir un morceau du jardin toujours près de vous. » Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes en observant le petit monde vert que Michel avait créé spécialement pour elle. Richard, à ses côtés, serra doucement sa main, ému par la scène. Robert, cependant, restait sceptique. Au cours de l'une de ses enquêtes, il découvrit quelque chose qui le perturba profondément. Parmi les affaires du garçon, il trouva une vieille photographie partiellement brûlée. On y voyait une jeune femme souriant dans un jardin qui lui semblait étrangement familier. La nuit, quand tout le monde dormait, Michel montait secrètement sur la terrasse pour observer les étoiles. Lors de ces nuits, il emportait avec lui un petit carnet où il commençait à dessiner les constellations, mélangeant ses connaissances en astronomie avec les histoires que sa grand-mère lui avait racontées. Hélène, qui dormait maintenant mieux que ces dernières années, se réveillait parfois au son léger de pas sur la terrasse. Au lieu de s'inquiéter, elle souriait, sachant que le jardin revenait lentement à la vie grâce aux mains de ce mystérieux garçon que le destin avait mis sur leur chemin. « Il y a quelque chose dans ses yeux », commenta-t-elle à Richard une nuit. « Quelque chose qui me fait me souvenir. Je ne sais pas l'expliquer. » Richard serra sa femme dans ses bras, remarquant comme sa voix était plus forte, plus vivante. Le terrarium sur la table de chevet brillait sous la lumière de la lune, un petit univers vert symbolisant l'espoir renaissant dans cette maison. La photographie partiellement brûlée trouvée par Robert ne quittait pas son esprit. Il y avait quelque chose de troublant dans cette image, surtout dans le sourire de la jeune femme qui lui semblait si familier. Il décida d'apporter la photo à son ancien cabinet d'avocat, où il conservait des archives importantes de la famille. Pendant ce temps, au manoir, la routine prenait de nouveaux contours. Hélène commença à demander que son fauteuil roulant soit amené dans différentes parties du jardin, supervisant le travail de Michel.
Le garçon avait créé de petits parterres surélevés qu'elle pouvait facilement atteindre, lui permettant de toucher à nouveau la terre de ses propres mains. « Regardez, Madame Hélène », montra Michel avec enthousiasme une bouture d'orchidée. « C'est une espèce rare, comme celle dont vous m'avez parlé que vous aviez autrefois. » Hélène prit le pot avec précaution, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Mais comment as-tu fait? Cette espèce est pratiquement impossible à trouver. J'ai trouvé un petit bourgeon caché dans la serre, expliqua-t-il, fier. J'ai réussi à la faire pousser en utilisant cette technique spéciale que vous m'avez enseignée l'autre jour. » Richard, observant la scène depuis la véranda, remarqua quelque chose de curieux. La façon dont Michel inclinait la tête en parlant, le mouvement délicat de ses mains en manipulant les plantes, c'étaient des gestes identiques à ceux d'Hélène avant l'accident. Comme si un miroir du passé se matérialisait devant ses yeux. Marie, la gouvernante, commençait aussi à remarquer des similitudes intrigantes. Un jour, en rangeant la chambre de Michel, elle trouva un dessin que le garçon avait fait. Un projet détaillé pour la rénovation du jardin de la terrasse, avec des annotations techniques qui semblaient sortir de l'ancien cahier d'Hélène. « Monsieur Richard », appela-t-elle, montrant le dessin. « Regardez ça, ça ressemble beaucoup au projet que Madame Hélène faisait, n'est-ce pas ?» Richard examina le papier avec attention. La ressemblance était en effet impressionnante, jusque dans les petits détails, comme la façon d'organiser les notes dans les marges. « Où a-t-il appris à faire ça ?» murmura-t-il pour lui-même. Au cabinet d'avocat, Robert fouillait dans d'anciens dossiers et documents. Sa recherche le conduisit à une boîte poussiéreuse marquée « Affaires personnelles, 1998 ». À l'intérieur, il trouva quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Une série de vieilles lettres et une photographie très similaire à celle qu'il avait trouvée avec Michel. Cet après-midi-là, Hélène demanda à être emmenée sur la terrasse pour la première fois depuis l'accident. Richard hésita d'abord, inquiet, mais la détermination dans le regard de sa femme le convainquit. « J'ai besoin de voir ce que Michel a fait là-haut », insista-t-elle. « Je sens le parfum des fleurs jusqu'ici en bas. » Avec l'aide de Richard et Marie, Hélène fut amenée sur la terrasse. Ses larmes coulèrent librement en voyant comment l'espace avait été transformé. Michel avait fidèlement recréé le jardin de ses jours de gloire, avec chaque plante exactement là où elle avait l'habitude de les garder. « Comment savais-tu » demanda-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Comment savais-tu exactement où chaque espèce se trouvait ?» Michel hésita un moment, ses mains serrant nerveusement un petit carnet usé. « J'ai des rêves », répondit-il vaguement. « Je rêve de ce jardin parfois, comme si j'y étais déjà venu avant. » Hélène tendit la main, touchant le visage du garçon avec délicatesse. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre de mémoire qu'elle ne pouvait expliquer. « Ces rêves, » murmura-t-elle, « semblent aussi réels que les miens. » À la fin de cet après-midi, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de rose et d'or, Hélène resta sur la terrasse avec Michel. Ensemble, ils observèrent les étoiles commencer à apparaître, partageant un silence plein de mots non dits. Robert, dans son bureau, tenait entre ses mains une révélation qui changerait à jamais le destin de cette famille. Les lettres qu'il avait trouvées contenaient une vérité gardée pendant des années. Une histoire d'amour et de sacrifice qui maintenant, comme une fleur longtemps endormie, commençait à s'épanouir. Robert passa toute la nuit à relire les lettres trouvées dans son bureau. Chaque page révélait un peu plus d'une histoire qu'il s'était tant efforcé d'enterrer. C'étaient des lettres écrites par Claire, la fille d'Hélène, que la famille croyait partie étudier en Angleterre 15 ans auparavant. En réalité, Claire n'avait jamais quitté la France. Les lettres racontaient une histoire différente. Elle était restée à Paris, vivant une vie simple comme professeur et écrivain, envoyant des messages qui n'étaient jamais arrivés entre les mains de sa mère. Robert avait intercepté chacune d'entre elles, convaincu qu'il protégeait la réputation de la famille. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avec une énergie différente. Pour la première fois depuis des années, elle demanda à prendre son petit déjeuner sur la terrasse. Michel était déjà là, arrosant les plantes avec dévouement quand elle arriva accompagnée de Marie. « Michel » appela Hélène, « viens t'asseoir avec moi un moment. » Le garçon s'approcha, tenant toujours un petit arrosoir. Hélène remarqua qu'il portait un collier simple avec un pendentif en forme d'étoile, très semblable à celui qu'elle avait offert à Claire des années auparavant. « Ce collier est joli », commenta-t-elle d'un air désinvolte, son cœur s'accélérant. « Où l'as-tu eu »
Michel toucha instinctivement le pendentif. « C'était à ma mère, » répondit-il d'une voix douce. Ma grand-mère disait qu'elle le portait toujours, que c'était spécial parce que c'était un cadeau de quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Hélène sentit le monde tourner un instant. D'une main tremblante, elle ouvrit un petit sac qu'elle portait toujours avec elle et en sortit une vieille photographie. On y voyait une jeune Claire souriant, portant le même pendentif. « Michel » hésita-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Pourrais-tu me dire le nom de ta mère ?» Avant que le garçon ne puisse répondre, ils furent interrompus par Richard, qui arrivait sur la terrasse avec une expression préoccupée. « Hélène, Robert veut nous parler. Il dit que c'est important. » Dans le bureau du manoir, Robert attendait avec un dossier de documents sur la table. Son visage habituellement sévère montrait des signes d'une nuit mal dormie et d'une conscience troublée. « Avant de montrer cela, » commença-t-il, regardant directement Hélène, « je dois demander pardon. J'ai commis de graves erreurs en pensant que je protégeais notre famille. Mais en réalité, je ne protégeais que mon propre orgueil. » Hélène serra fort la main de Richard, pendant que Robert commençait à révéler la vérité sur Claire. Comment elle était tombée enceinte jeune? Comment Robert l'avait convaincue de s'éloigner pour préserver la réputation de la famille? Et comment il avait caché ses lettres au fil des ans? Claire n'est jamais allée en Angleterre, avoua Robert, la voix tremblante. Elle est restée à Paris élevant son fils seul, écrivant des livres pour enfants sous un pseudonyme. Elle a essayé de prendre contact plusieurs fois, mais je l'ai empêchée. Hélène avait l'impression que chaque mot était une lame traversant son cœur. Où est-elle maintenant? Je dois voir ma fille, Robert. Le silence qui suivit fut assourdissant. Robert baissa les yeux, incapable de regarder sa sœur. Claire, elle est tombée malade il y a 3 ans. Elle a essayé une dernière fois de prendre contact, mais j'ai été trop égoïste pour le permettre. Marie, qui venait d'entrer dans le bureau avec Michel, laissa échapper un sanglot. Le garçon resta immobile à la porte, les yeux fixés sur le pendentif qu'il portait. « Ma mère s'appelait Claire », dit-il finalement, sa voix petite mais claire. Elle écrivait des histoires sur les étoiles et les jardins magiques. Avant de partir, elle m'a donné ce collier et m'a dit qu'un jour je trouverais le chemin de retour à la maison. Hélène tendit ses bras tremblants vers Michel, des larmes coulant librement sur son visage. Le garçon n'hésita qu'un instant avant de courir vers son étreinte, comme s'il trouvait enfin l'endroit auquel il avait toujours appartenu. « Tu as ses yeux », murmura Hélène, caressant le visage de son petit-fils. « Et le même amour pour les plantes, pour la vie. Comment n'ai-je pas remarqué plus tôt ?» Richard observait la scène, ses propres larmes silencieuses témoignant du moment où des années de secrets et de douleurs commençaient à se transformer en compréhension et pardon. Sur la terrasse, les fleurs dont Michel avait pris soin avec tant d'amour semblaient plus vibrantes que jamais, comme si elles célébraient la vérité enfin révélée. Dans les jours qui suivirent la révélation, le manoir des Moreau connut une profonde transformation. Le silence pesant qui dominait autrefois les couloirs céda la place à des conversations chargées d'émotions et de découvertes. Hélène ne quittait presque plus Michel, anxieuse de récupérer chaque moment perdu avec son petit-fils. Un après-midi particulièrement significatif, Hélène demanda qu'on apporte du grenier toutes les boîtes contenant les affaires de Claire qui avaient été rangées. Michel s'assit à côté de sa grand-mère dans le jardin d'hiver, tandis qu'ensemble, ils exploraient des souvenirs longtemps gardés. « Regarde ça », dit Hélène, sortant un carnet relié en cuir vert d'une des boîtes. « C'était le journal de jardinage de ta mère quand elle avait à peu près ton âge. » Michel prit le carnet avec révérence, ses doigts traçant délicatement la couverture usée. En l'ouvrant, ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « Grand-mère, les notes, elles sont identiques à celles du carnet de ma grand-mère Amélie. » Hélène fronça les sourcils, confuse. « Amélie, la dame qui s'est occupée de toi ?»« Oui, » répondit Michel, feuilletant soigneusement les pages. « Elle disait toujours qu'elle avait promis à ma mère qu'elle m'apprendrait tout sur les plantes et les étoiles. Je comprends maintenant, elle devait connaître maman. » Richard, qui observait la scène depuis la porte, s'approcha avec une plus petite boîte qu'il venait de trouver. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres jamais envoyées, toutes adressées à Hélène, datées des dernières années de la vie de Claire. « Chère maman », lut Hélène à haute voix, ses mains tremblantes. « Michel a tellement grandi ce mois-ci. Aujourd'hui,
Il m'a aidé à planter des orchidées dans le petit jardin de notre maison. Ses doigts sont si délicats avec les plantes, exactement comme les tiens. Parfois, quand je l'observe prendre soin du jardin, je te vois en lui. » Michel appuya sa tête sur l'épaule d'Hélène, partageant des larmes silencieuses tandis que d'autres lettres étaient lues. Chaque mot révélait l'amour profond de Claire pour son fils et le manque constant de sa mère. Robert, qui ces derniers jours arrivait à peine à regarder la famille en face, entra dans le jardin d'hiver emportant quelque chose qui surprit tout le monde. Un manuscrit relié. « Je l'ai trouvé à la maison d'édition où Claire travaillait, » dit-il, sa voix chargée de remords. « C'est un livre pour enfants qu'elle a écrit, mais qui n'a jamais été publié. Il s'appelle « Le Jardin des Étoiles ». Michel prit le manuscrit avec des yeux brillants. « Maman me racontait toujours des histoires sur un jardin magique où les étoiles descendaient pour parler aux fleurs la nuit, » dit-il, feuilletant les pages illustrées de dessins délicats faits par Claire elle-même. Hélène demanda à Michel de lire à voix haute et tous s'installèrent pour écouter. L'histoire parlait d'un garçon qui cultivait un jardin spécial sur le toit de sa maison où les constellations prenaient vie et enseignaient des secrets ancestraux sur la nature et l'amour. « C'était à propos de toi, » murmura Hélène, serrant la main de son petit-fils. « Elle a écrit cette histoire pour toi à propos du jardin dont elle rêvait qu'un jour vous auriez ensemble. » Richard remarqua que, pour la première fois depuis l'accident, Hélène bougeait dans son fauteuil avec plus de détermination, comme si une nouvelle force naissait en elle. « Je veux recommencer la kinésithérapie, » annonça-t-elle, surprenant tout le monde. « Je veux pouvoir m'occuper du jardin avec Michel, réaliser le rêve que Claire avait pour nous. » Marie, qui assistait à tout cela, les larmes aux yeux, apporta un plateau avec du thé aux herbes du jardin que Michel avait cueillies plus tôt. « Les mêmes herbes que mademoiselle Claire utilisait, » commenta la gouvernante avec affection. « Le petit a son don pour choisir les meilleures feuilles. » Alors que l'après-midi avançait, grand-mère et petit-fils restèrent ensemble, partageant des histoires, des larmes et des sourires. Michel raconta les années passées avec Amélie, que tous comprenaient maintenant avoir été une amie de Claire, choisie avec soin pour s'occuper du garçon et maintenir vivant le lien avec ses racines. « Grand-mère, » dit doucement Michel, « je peux te montrer quelque chose sur la terrasse. C'est une surprise que je prépare. » Hélène acquiesça et Richard aida à emmener son fauteuil jusque-là. Sur la terrasse, Michel avait recréé un petit parterre exactement comme celui décrit dans le livre de Claire. Un jardin circulaire où chaque plante correspondait à une constellation différente. La décision d'Hélène de reprendre la kinésithérapie apporta une nouvelle énergie au manoir. Richard engagea les meilleurs professionnels et une pièce entière fut adaptée pour les exercices. Michel, toujours présent, transforma l'espace avec de petits pots de plantes aromatiques qui, selon lui, aideraient à la récupération. La lavande pour détendre les muscles, expliquait-il en organisant les pots, et la menthe pour donner de l'énergie. Maman a écrit à ce sujet dans son livre, sur la façon dont les plantes peuvent nous aider à devenir plus forts. Pendant les séances de kinésithérapie, Hélène surprenait tout le monde par sa détermination. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, était célébré comme une victoire. Michel lisait des extraits du manuscrit de Claire, pendant que sa grand-mère faisait les exercices, transformant les séances en moments spéciaux de connexion. « Regarde ça, grand-mère », dit Michel un après-midi, montrant une illustration spécifique du livre. Le personnage principal est aussi dans un fauteuil roulant, mais elle crée un jardin magique qui l'aide à se renforcer. Hélène observa la page avec une attention renouvelée. « Ta mère, elle a dû écrire cela en pensant à moi, » murmura-t-elle émue, comme si elle savait qu'un jour, nous aurions besoin de cette histoire. Le docteur Paul, kinésithérapeute responsable du traitement, remarquait avec admiration les progrès exceptionnels de sa patiente. « Il se passe quelque chose de différent ici », commenta-t-il à Richard. « Sa force de volonté, combinée à cet environnement que vous avez créé, produit des résultats que je vois rarement. » Un matin particulièrement significatif, Hélène réussit à se tenir debout pendant quelques secondes, soutenue par les barres parallèles. Michel, qui assistait à la séance, courut pour l'embrasser, des larmes de joie coulant sur le visage de tous les deux. « Je savais que tu y arriverais, » dit-il fier. « Les étoiles avaient raison. » Richard, observant la scène, se souvint de quelque chose d'important. « Michel, tu as mentionné les étoiles. Ta mère a-t-elle laissé autre chose à ce sujet dans le livre ?» Le garçon courut chercher le manuscrit, l'ouvrant à une page spécifique.
Ici, elle a écrit sur la constellation du Phénix, qui renaît de ses cendres. Elle disait que nous devons la regarder quand nous avons besoin de force pour recommencer. Hélène sourit, reconnaissant le symbolisme. Claire avait toujours été fascinée par l'astronomie, quelque chose qu'elle avait apparemment transmis à son fils. Ce soir-là, Hélène demanda qu'on emmène son fauteuil sur la terrasse, où Michel avait préparé une surprise. « J'ai monté un télescope », annonça-t-il fier. « Nous pouvons voir la constellation du Phénix aujourd'hui. Et regarde, j'ai planté des fleurs nocturnes qui s'ouvrent exactement sous cette constellation. » La terrasse s'était transformée en un observatoire improvisé, avec le télescope entouré de jasmins étoilés et de belles de nuit, dont le parfum intense remplissait l'air. Michel avait tout organisé selon les descriptions du livre de sa mère, créant un véritable jardin des étoiles. Robert, qui peu à peu essayait de se racheter de ses erreurs, apporta une nouvelle qui émut tout le monde. Il avait contacté la maison d'édition où Claire avait travaillé et réussi à initier le processus de publication du Jardin des étoiles. « C'est le minimum que je puisse faire », dit-il, remettant les documents à Hélène. Claire mérite que son histoire soit connue, que ses mots touchent d'autres personnes comme ils nous ont touchés. Marie, qui observait tout avec son regard maternel, commença à remarquer d'autres changements subtils. Hélène passait plus de temps à choisir ses vêtements, s'était remise à se maquiller, et ses yeux avaient retrouvé l'éclat d'autrefois. Le jardin d'hiver, autrefois un espace de mélancolie, débordait maintenant de vie et de rire. Lors d'une des séances de kinésithérapie, alors qu'Hélène s'efforçait de faire ses premiers pas avec le déambulateur, Michel lisait à haute voix un passage particulièrement significatif du livre. Et ainsi la gardienne du jardin découvrit que sa vraie force ne résidait pas seulement dans ses jambes, mais dans l'amour qu'elle nourrissait pour chaque fleur, chaque étoile, et surtout pour ceux qui faisaient fleurir son cœur. À chaque pas, aussi petit soit-il, elle arrosait non seulement ses plantes, mais aussi son propre espoir de renaître. La nouvelle de la publication du livre de Claire apporta une nouvelle vague de découvertes pour la famille Moreau. La maison d'édition avait gardé non seulement le manuscrit original du Jardin des étoiles, mais aussi une collection de cahiers avec des notes, des croquis et des illustrations que Claire avait produits au fil des ans. Un samedi après-midi, alors qu'Hélène faisait ses exercices de kinésithérapie avec une détermination renouvelée, Richard et Michel organisaient le matériel apporté de la maison d'édition. Parmi les pages jaunies par le temps, ils trouvèrent quelque chose d'extraordinaire. Un journal personnel où Claire documentait sa grossesse et les premières années de Michel. « Regarde ça, grand-mère », appela Michel, tenant un cahier décoré de petites étoiles dorées. « Ce sont des dessins que maman a fait de moi, bébé. » Hélène interrompit ses exercices et Richard approcha le fauteuil roulant pour qu'elle puisse mieux voir. Les pages révélaient des croquis délicats d'un bébé endormi souriant, ses premières tentatives de ramper. Chaque dessin était accompagné d'observations affectueuses et de données précises sur le développement de l'enfant. « 12 mars, lut Hélène, sa voix tremblante. Aujourd'hui, Michel a fait ses premiers pas vers le petit jardin que nous entretenons sur le balcon. Ses petits yeux ont brillé en touchant les pétales d'une marguerite, tellement comme maman, comme elle adorerait le voir grandir parmi les fleurs qu'elle aime tant. Robert, qui participait activement au processus de publication comme forme de rédemption, apporta plus de nouvelles de la maison d'édition. Ils ont trouvé quelques lettres que Claire a écrites à ses éditeurs, expliqua-t-il. Elle prévoyait une série de livres pour enfants, tous reliant l'astronomie et la botanique. Le Jardin des étoiles n'aurait été que le premier. Parmi les documents, il y avait un projet détaillé pour un jardin communautaire que Claire rêvait de créer, inspiré des histoires qu'elle écrivait. L'espace serait un lieu où les enfants pourraient apprendre sur les plantes et les constellations de manière ludique et interactive. « Nous pouvons réaliser ce rêve qu'elle avait », suggéra Michel, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Transformer la terrasse non seulement en un jardin, mais en un endroit où d'autres enfants peuvent apprendre aussi. » L'idée captiva immédiatement l'imagination d'Hélène. « Oui !» s'exclama-t-elle, surprenant tout le monde par son enthousiasme. « Nous pouvons adapter le projet à notre terrasse. Ce serait une façon parfaite d'honorer la mémoire de Claire. » Marie, qui connaissait chaque recoin du manoir, se souvint de quelque chose d'important. « Il y a un espace au fond du terrain qui n'a jamais été exploité, » commenta-t-elle. Mademoiselle Claire disait souvent qu'il serait parfait pour un jardin communautaire.
La maison d'édition désigna une jeune éditrice nommée Béatrice pour travailler sur le livre de Claire. Lors de sa première visite au manoir, elle fut enchantée par la terrasse et la façon dont Michel avait fidèlement recréé les descriptions du manuscrit. « C'est incroyable », commenta Béatrice, photographiant les parterres. « Nous pouvons utiliser des images du jardin réel dans les illustrations du livre. Ce serait une belle façon de relier la fiction à la réalité qui a inspiré Claire. » Hélène, qui pouvait maintenant rester debout pendant de plus longues périodes, supervisait personnellement l'organisation du matériel pour le livre. Chaque page était soigneusement révisée, chaque illustration choisie avec amour et attention aux détails. « Regardez ça !» appela Michel un après-midi, montrant une série d'enveloppes trouvées parmi les cahiers. « Ce sont des lettres que maman a écrites pour chacun de nous, à lire quand le livre serait publié. » La découverte des lettres apporta un moment d'émotion profonde. Claire, même sans savoir si son livre arriverait un jour sur les étagères, avait laissé des messages d'amour et d'espoir pour sa famille. « Cher Michel », commençait la lettre adressée à son fils, « si tu lis ceci, cela signifie que notre jardin d'étoiles a finalement fleuri. Sache que chaque mot que j'ai écrit a été planté avec amour, arrosé avec l'espoir qu'un jour tu trouverais ton chemin de retour à la maison, vers l'endroit où tes racines ont toujours appartenu. » Pour Hélène, Claire avait écrit « Maman, je sais que tu reconnaîtras ton propre cœur dans les pages de ce livre. Chaque fleur, chaque étoile, chaque moment d'amour entre la gardienne du jardin et son petit apprenti a été inspiré par toi, par la façon dont tu m'as appris à voir la magie dans le monde qui nous entoure. » La transformation de la terrasse en un espace éducatif commença par une matinée ensoleillée de printemps. Michel et Hélène avaient passé des semaines à planifier chaque détail, s'inspirant des dessins originaux de Claire. Richard engagea les meilleurs architectes paysagistes de la ville, mais avec une condition spéciale. Il suivrait à la lettre les idées du petit-fils et de son épouse. « Ici, » indiquait Michel sur une maquette qu'il avait construite, « nous pouvons créer différentes stations pour chaque constellation, et dans ce coin, un mini-observatoire où les enfants pourront apprendre sur les étoiles pendant la journée. » Hélène, qui pouvait maintenant rester debout plus longtemps avec l'aide de béquilles, supervisait personnellement l'arrivée de chaque nouvelle plante. Sa kinésithérapeute, impressionnée par ses progrès, intégra les activités du jardin à sa rééducation. « Chaque mouvement a maintenant un but », expliquait Hélène à Richard, tout en s'exerçant à atteindre un vase d'orchidées. « Je ne fais pas seulement des exercices, j'aide à construire quelque chose de spécial. » Béatrice, l'éditrice, visitait fréquemment le manoir, documentant le processus de transformation de la terrasse. « Cela va devenir un chapitre spécial supplémentaire dans le livre », expliquait-elle, photographiant Michel et Hélène travaillant ensemble dans le jardin. « L'histoire de Claire continue à vivre à travers vous. » Un jour, en organisant le matériel didactique qui serait utilisé lors des futures leçons, Michel trouva quelque chose de surprenant dans l'un des cahiers de sa mère. Une carte céleste détaillée, dessinée à la main, avec des annotations sur les meilleures périodes pour observer chaque constellation. « Grand-mère, regarde !» s'exclama-t-il, dépliant soigneusement la carte. « Maman a marqué toutes les constellations que nous pouvons voir d'ici, de la terrasse, et il y a des notes sur quelles fleurs s'ouvrent sous chacune d'elles. » Hélène examina la carte avec émotion. « Ta mère a toujours eu ce don de relier le ciel à la terre, » commenta-t-elle, caressant les délicats dessins. Elle arrivait à voir des motifs que personne d'autre ne remarquait. Robert, cherchant à contribuer de manière positive, surprit tout le monde en amenant une équipe d'astronomes de l'université locale. « Ils peuvent nous aider à monter le mini-observatoire », expliqua-t-il. « Et ils se sont également proposés pour donner des cours aux enfants quand l'espace sera prêt. » Marie, toujours attentive aux détails, créa un petit coin lecture dans un angle de la terrasse avec des coussins colorés et une étagère remplie de livres sur la botanique et l'astronomie. « Les enfants ont besoin d'un endroit confortable pour rêver », expliqua-t-elle, arrangeant affectueusement les livres. Au fur et à mesure que le projet avançait, la nouvelle commença à se répandre. Une école locale manifesta son intérêt pour amener ses élèves en visites éducatives. Bientôt, d'autres institutions prirent contact, enchantées par l'idée d'un espace qui unissait science et nature de manière si unique. « Regarde !» dit Hélène à Michel un après-midi, observant le coucher de soleil depuis la terrasse. « Ta mère continue d'enseigner à travers nous. Chaque enfant qui viendra ici emportera un peu de la magie qu'elle a créée. »
Le moment le plus émouvant fut lorsqu'ils installèrent une plaque spéciale à l'entrée de la terrasse, avec des mots tirés du livre de Claire. « Bienvenue au Jardin des Étoiles, où chaque fleur raconte une histoire et chaque étoile garde un secret. » Un jour, en aidant à organiser le matériel didactique, Béatrice trouva quelque chose d'intrigant dans l'un des cahiers de Claire. Des ébauches pour un deuxième livre, qui raconterait l'histoire d'une petite fille transformant une terrasse abandonnée en un lieu magique, où les enfants de toute la ville pouvaient apprendre sur l'univers. « C'est comme si elle avait tout prévu », commenta Béatrice, montrant les dessins à Hélène et Michel. « Chaque page ressemble à un plan pour ce que vous êtes en train de construire maintenant. » Hélène prit la main de son petit-fils, émue. « Ce n'est pas de la prévision, dit-elle doucement. C'est son amour qui nous guide, qui nous montre le chemin. Chaque graine que nous plantons ici est une partie du rêve qu'elle a cultivé pendant si longtemps. » Le projet apporta également des changements significatifs à la rééducation d'Hélène. Le docteur Paul remarqua qu'elle avait développé plus de force et d'équilibre ces dernières semaines que durant les mois précédents de kinésithérapie traditionnelle. À l'approche de la date d'inauguration du Jardin des Étoiles, le manoir bourdonnait d'activité. Hélène, n'utilisant maintenant qu'une canne pour s'appuyer, coordonnait les préparatifs avec une énergie qui surprenait tout le monde. Le lancement du livre de Claire avait été programmé pour le même jour, transformant l'événement en une double célébration. Au milieu des préparatifs, Michel passait de plus en plus de temps à organiser les documents laissés par sa mère. Un après-midi particulièrement chaud, en rangeant une boîte de documents dans le grenier, il trouva quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Une vieille clé USB, soigneusement gardée dans une petite boîte à musique. « Grand-mère » appela-t-il, descendant prudemment les escaliers. « J'ai trouvé quelque chose de maman. » Hélène était dans le jardin d'hiver, révisant les derniers détails de l'événement avec Béatrice, lorsque Michel arriva avec sa découverte. Richard fournit immédiatement un ordinateur portable, et tous se rassemblèrent anxieusement pour voir le contenu. La clé USB contenait un dossier intitulé « Pour quand le jardin fleurira ». À l'intérieur, il y avait des dizaines de vidéos maison que Claire avait enregistrées au fil des ans. Dans la première, elle apparaissait assise dans un petit jardin, son jeune visage souriant illuminé par la lumière du soir. « Cher Michel », commençait-elle, « si tu vois ceci, cela signifie que tu as trouvé ton chemin de retour à la maison, vers le jardin de grand-mère Hélène. J'enregistre ces vidéos depuis que tu es petit, gardant des souvenirs et des histoires que j'espérais un jour pouvoir partager. » Les larmes coulaient librement sur le visage d'Hélène, tandis qu'ils regardèrent les vidéos. Claire avait documenté des moments précieux, Michel faisant ses premiers pas vers un parterre de marguerites, apprenant les noms des constellations, plantant ses premières graines. « Regarde !» s'exclama soudain Michel, pointant une scène spécifique. « C'est Madame Amélie, c'est ainsi qu'elle et maman se sont rencontrées. » La vidéo montrait Claire et Amélie dans une foire aux plantes. Amélie, une dame aux cheveux gris et au sourire gentil, enseignait à Claire les vertus des herbes médicinales. L'amitié entre les deux était évidente, et maintenant tous comprenaient pourquoi Amélie avait été choisie pour s'occuper de Michel. Mais la plus grande surprise se trouvait dans l'un des derniers fichiers, un documentaire complet que Claire avait produit sur le jardin original d'Hélène, incluant des interviews d'anciens visiteurs et d'experts en botanique qui avaient étudié les espèces rares qu'elle cultivait. « C'est incroyable !» s'exclama Béatrice, prenant des notes rapides. « Nous pouvons inclure des extraits de ce matériel dans l'exposition de lancement du livre. Ce sera une façon parfaite de montrer comment l'histoire se connecte à la réalité. » Parmi les fichiers, il y avait aussi un projet détaillé pour une série d'ateliers éducatifs que Claire prévoyait de réaliser. Chaque activité combinait des éléments d'astronomie, de botanique et de littérature, créant des expériences d'apprentissage uniques pour les enfants. « Ta mère avait tout prévu », commenta Richard, admiratif du niveau de détail des plans. Elle n'écrivait pas seulement un livre, elle créait tout un héritage. Robert, qui assistait à tout cela en silence, semblait particulièrement touché par une vidéo où Claire parlait de pardon et de nouveaux départs. « Les plantes nous enseignent, » disait-elle dans l'enregistrement, « que même après l'hiver le plus rigoureux, le printemps arrive toujours, apportant de nouvelles chances de fleurir. » Marie, percevant l'impact émotionnel des découvertes, prépara du thé avec les herbes du jardin et apporta des biscuits faits maison, une recette que Claire adorait. Pendant que tous goûtaient, ils continuèrent à regarder les vidéos, chacune révélant plus de couches de l'histoire qui les unissait.
L'une des dernières vidéos apportait une surprise spéciale. Claire avait enregistré une série de leçons sur les constellations, expliquant chacune d'elles de manière poétique et les reliant à différentes espèces de fleurs. C'était comme si elle avait laissé un cours complet, prêt à être utilisé dans le nouvel espace éducatif. « Regarde, Michel », pointa Hélène, remarquant quelque chose à l'arrière-plan de l'une des vidéos. « Ce tableau au mur, c'est le même dessin que tu as fait la semaine dernière pour le projet de l'observatoire. Tu as le même regard qu'elle pour les étoiles. » Le garçon sourit, ému par la connexion. « C'est comme si elle nous guidait, n'est-ce pas? Chaque chose que nous trouvons nous aide à construire quelque chose de nouveau. » Il ne restait plus qu'une semaine avant l'inauguration du Jardin des Étoiles et les vidéos découvertes sur la clé USB avaient inspiré plusieurs changements dans les plans originaux. Hélène et Michel passèrent des heures à regarder les cours enregistrés par Claire, incorporant ses idées dans les derniers détails du projet. « Regarde, grand-mère. » Michel pointa vers l'un des moniteurs installés dans le nouvel espace éducatif. « Nous pouvons utiliser ces vidéos de maman expliquant les constellations pendant les cours. C'est comme si elle était là, enseignante avec nous. » Hélène, qui marchait maintenant avec aisance en utilisant seulement une canne décorée de petites étoiles dorées, sourit en accord. L'idée d'avoir la voix de Claire présente dans l'espace apportait un réconfort particulier. Les techniciens travaillaient à l'installation d'écrans rétractables à différents endroits de la terrasse, où les vidéos pourraient être projetées pendant les activités. Béatrice apporta les premiers exemplaires imprimés du livre « Le Jardin des Étoiles ». La couverture, un travail délicat qui mélangeait les illustrations originales de Claire avec des photographies du jardin actuel, émut tout le monde. « Claire serait si fière », murmura Marie, passant ses doigts sur la couverture avec affection. « Le jardin de ses rêves, plus beau qu'elle n'aurait pu l'imaginer. » Robert, qui s'était intensément consacré à organiser la partie légale du projet, arriva avec des nouvelles importantes. « Nous avons obtenu tous les enregistrements et autorisations nécessaires », annonça-t-il. L'espace éducatif est officiellement enregistré comme centre culturel. Nous pourrons accueillir des écoles et des groupes de toute la ville. Richard observait fièrement comment sa famille s'était transformée. Hélène, autrefois recluse dans son fauteuil roulant, coordonnait maintenant activement les préparatifs, sa voix ferme donnant des instructions sur la disposition des plantes et du matériel éducatif. « Nous devons créer un espace spécial pour les archives », suggéra Hélène, inspirée par l'une des vidéos où Claire montrait sa collection de livres sur la botanique et l'astronomie. Un endroit où les enfants pourront consulter les mêmes livres qu'elle utilisait. Michel avait déjà une idée en tête. Il montra à tous un projet qu'il avait dessiné. Une bibliothèque circulaire, avec des étagères qui suivaient la forme de la pièce, et un toit en verre pour observer les étoiles. Au centre, nous pouvons mettre une grande table en forme d'étoile, expliqua-t-il, ses yeux brillants d'enthousiasme. Et sur les murs, entre les étagères, nous pouvons projeter les vidéos de maman parlant de chaque constellation. Les écoles qui avaient manifesté leur intérêt pour le projet commencèrent à planifier des visites. Une professeure de sciences, après avoir visité l'espace, fut particulièrement émue en reconnaissant Claire dans les vidéos. « Elle était mon élève », révéla la professeure, Madame Christine. « Elle a toujours été passionnée par l'union de la science et de l'art. Je peux contribuer avec quelques souvenirs d'elle de l'époque scolaire, si vous voulez. » Cette découverte conduisit à un nouvel ajout au projet. Un mur des souvenirs où les visiteurs qui avaient connu Claire pourraient partager leurs histoires. Les premières contributions commençaient déjà à arriver, chacune révélant une nouvelle facette de la jeune écrivaine qui rêvait d'unir le ciel et la terre dans ses histoires. Au milieu des préparatifs, Michel trouva le temps de créer quelque chose de spécial. Un herbier numérique combinant les notes de Claire sur les plantes médicinales avec des photographies actuelles du jardin. Chaque entrée incluait non seulement des informations botaniques, mais aussi les histoires et légendes que sa mère avait collectées sur chaque espèce. « Regarde, grand-mère », montra-t-il à Hélène, naviguant dans l'application qu'ils avaient spécialement développée pour le projet. Quand on clique sur chaque plante, on peut entendre maman raconter son histoire. Et ici, il y a une carte montrant sous quelle constellation chacune pousse le mieux. Un soir, alors qu'il finalisait les derniers détails, Hélène eut une idée spéciale. Elle demanda à Richard d'apporter un vieux coffre du grenier, où elle gardait des souvenirs de l'enfance de Claire. « J'ai trouvé ceci », dit-elle, sortant une délicate robe avec de petites fleurs brodées. Claire portait cette robe la première fois que je l'ai emmenée au jardin. Je crois que je sais où nous pourrions la mettre.
Ensemble, ils créèrent une vitrine spéciale à l'entrée de l'espace éducatif. La robe de Claire fut disposée à côté de son carnet de notes, du manuscrit original du livre et d'une photo où elle apparaissait petite dans les bras d'Hélène, toutes deux souriant au milieu des fleurs de l'ancien jardin. Le jour de l'inauguration du Jardin des Étoiles se leva avec un ciel d'un bleu exceptionnellement pur. Hélène se réveilla avant le lever du soleil, ses jambes plus fermes que jamais, portée par l'anxiété et l'émotion du grand jour. De la chambre de Michel venait le son doux de musique classique. Le garçon n'avait pas pu dormir non plus. La terrasse s'était transformée en un espace magique. Des rubans de LED discrètement installés entre les plantes simulaient un ciel étoilé, même pendant la journée. Les fleurs nocturnes, encore fermées dans les premières heures du matin, attendèrent le soir pour leur présentation spéciale. Des écrans transparents pendaient entre les structures, prêts à recevoir les projections des vidéos de Claire. « Tout est parfait », murmura Michel, ajustant une dernière fois le télescope principal de l'observatoire. Il portait une chemise bleu marine avec de petites étoiles brodées, un cadeau spécial de Marie pour l'occasion. Les premiers invités commencèrent à arriver à 9 heures du matin. Professeurs, environnementalistes, représentants d'écoles publiques et privées, tous étaient impatients de découvrir l'espace qui unifiait l'éducation, la nature et l'astronomie de manière si unique. Hélène, élégante dans une robe vert émeraude et utilisant sa canne spéciale, accueillait les visiteurs avec une force et une vivacité qu'elle n'avait pas montrées depuis longtemps. Richard restait à ses côtés, fier de la transformation de son épouse. « Bienvenue au rêve de Claire », disait-elle à chaque groupe qui arrivait, sa voix ferme et émue. La cérémonie officielle commença à 10 heures. Robert, dans son rôle de maître de cérémonie, surprit tout le monde avec un discours émouvant sur la transformation et le pardon. Ces mots, autrefois si durs et pratiques, débordaient maintenant de remords et d'espoir. « Cet espace, dit-il, est plus qu'un jardin ou un observatoire. C'est un témoignage de la façon dont l'amour peut fleurir, même dans les endroits les plus improbables, de la façon dont les rêves d'une jeune mère peuvent transformer non seulement une terrasse, mais aussi des cœurs. » Le moment le plus émouvant vint lorsque Michel et Hélène montèrent ensemble sur la petite scène installée parmi les fleurs. Le garçon, avec une assurance qui rappelait sa mère, commença à lire des extraits du livre, pendant que des images des vidéos de Claire étaient projetées sur les écrans autour. Et ainsi, lut-il, sa voix claire atteignant chaque coin du jardin, la petite fille découvrit que les étoiles n'étaient jamais vraiment lointaines. Elles vivaient dans chaque fleur qui s'ouvrait, dans chaque graine qui germait, dans chaque histoire qui était partagée. Béatrice, l'éditrice, présenta alors la première édition officielle du Jardin des Étoiles. La couverture, sous la lumière naturelle qui traversait le toit de verre, semblait prendre vie. Les illustrations de Claire, combinées aux photographies du jardin actuel, créaient un effet presque tridimensionnel. Une surprise spéciale attendait les visiteurs. Chaque exemplaire du livre était accompagné d'une petite enveloppe contenant des graines de fleurs nocturnes et un guide de plantation basé sur les constellations, exactement comme Claire l'avait prévu dans ses notes. Madame Christine, l'ancienne professeure de Claire, apporta une contribution inattendue. Une vidéo d'une foire des sciences où son ancienne élève, encore adolescente, présentait un projet sur la relation entre les cycles lunaires et la croissance des plantes. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, l'espace éducatif prenait vie avec des groupes d'enfants participant aux premiers ateliers. Michel, naturellement, assumait le rôle de jeune instructeur, expliquant avec passion chaque constellation et sa flore correspondante. Hélène observait tout avec des yeux embués, appuyée sur sa canne. Une journaliste s'approcha demandant ce qu'elle ressentait en voyant le rêve de sa fille réalisé de manière si grandiose. « Claire disait toujours, » répondit Hélène, sa voix chargée d'émotion, « que les plus belles histoires sont comme des jardins. Elles ont besoin de temps, de soins et d'amour pour s'épanouir. Aujourd'hui, je vois qu'elle a planté bien plus que des fleurs. Elle a planté l'espoir, la connaissance et la certitude que les rêves, comme les étoiles, ne disparaissent jamais vraiment. » Dans les semaines qui suivirent l'inauguration du Jardin des Étoiles, l'espace prit vie d'une manière qui dépassa toutes les attentes. Chaque matin, des groupes d'étudiants arrivaient, impatients de participer aux ateliers, leurs yeux brillants de curiosité en entrant dans la terrasse magique. Hélène, qui marchait maintenant avec aisance dans tout l'espace en utilisant sa canne décorée, s'impliquait complètement dans les activités quotidiennes.
Sa kinésithérapeute dut adapter les horaires des séances car elle refusait de manquer le moindre moment spécial avec les enfants. « Grand-mère, je dois te montrer quelque chose », dit Michel un après-midi particulièrement chargé après le départ du dernier groupe de visiteurs. Mais ce doit être la nuit, quand les étoiles apparaîtront. Le mystère dans la voix de son petit-fils éveilla la curiosité d'Hélène. Toute la journée, elle observa Michel se déplacer sur la terrasse avec un air secret, transportant des matériaux couverts et chuchotant avec Marie. Quand la nuit tomba enfin, Michel guida Hélène vers une nouvelle zone du jardin, une petite clairière entre les fleurs nocturnes dont elle ne se souvenait pas avoir vu auparavant. Au centre de l'espace, un projecteur spécial avait été installé. « Ferme les yeux », demanda-t-il, contenant à peine l'excitation dans sa voix. Quand Hélène ouvrit les yeux, elle en eut le souffle coupé. Dans le ciel artificiel créé par la projection, des constellations dansaient doucement, mais ce n'étaient pas des constellations ordinaires. Michel avait créé un ciel personnalisé où les étoiles formaient des moments spéciaux de l'histoire de la famille. « Regarde, grand-mère », montra-t-il, pointant la première constellation. « Ici, c'est toi et maman dans l'ancien jardin. Et là, la première fois que nous nous sommes rencontrés sur le toit. Chaque ensemble d'étoiles raconte une partie de notre histoire. » Les larmes coulaient librement sur le visage d'Hélène, tandis que Michel expliquait chaque constellation qu'il avait créée. Utilisant des extraits des vidéos de Claire et de vieilles photographies, il avait cartographié une narration céleste unique, transformant les souvenirs en étoiles. Mais la surprise ne s'arrête pas là, dit-il, la guidant derrière un rideau de jasmin. Là, un petit jardin suspendu avait été créé, rempli d'orchidées rares, les favorites de Claire. J'ai réussi à faire des boutures de toutes les espèces que maman mentionnait dans les vidéos, expliqua Michel. Et regarde, il montra de petites plaques près de chaque fleur, où des codes QR permettaient d'accéder aux passages spécifiques des vidéos où Claire parlait de chaque espèce. Richard, qui observait la scène de loin, réalisa que sa famille avait trouvé une façon unique de garder Claire présente dans leur vie, non pas à travers la tristesse ou l'absence, mais à travers la continuation de ses rêves et de l'amour qu'elle avait semé. Le succès du Jardin des Étoiles commença à attirer l'attention au-delà des murs du manoir. Des journalistes spécialisés en éducation, des environnementalistes et des experts en éducation infantile visitaient l'espace, émerveillés par la façon organique dont la science, l'art et la nature s'entremêlaient. Un après-midi, une jeune institutrice d'une école publique de banlieue visita le jardin avec sa classe. À la fin de la visite, les larmes aux yeux, elle raconta qu'elle avait été inspirée par l'un des premiers contes publiés par Claire dans une revue locale. « Cette histoire a changé ma vie », révéla-t-elle. « Elle m'a donné envie d'être enseignante. Elle m'a fait croire que je pouvais faire la différence. Et maintenant, pouvoir amener mes élèves ici, c'est comme boucler la boucle. » Robert, témoin de l'impact du projet, prit une décision importante. Il annonça la création d'un programme de bourse d'études au nom de Claire, destiné aux jeunes intéressés par l'éducation environnementale et l'astronomie. « Chaque graine que nous plantons ici, dit-il lors de l'annonce, est une nouvelle chance de transformer des vies, tout comme Claire a transformé les nôtres. » Marie, toujours attentive aux détails, commença à remarquer quelque chose de spécial dans les visites régulières. Beaucoup d'enfants revenaient de leur propre initiative, amenant leur famille les week-ends. Le jardin créait sa propre communauté, exactement comme Claire l'avait rêvé. Par une nuit particulièrement claire, Hélène trouva Michel seul dans l'observatoire, travaillant sur un nouveau projet. « Que prépares-tu maintenant, mon chéri ?» demanda-t-elle curieuse. « J'écris ma propre histoire », répondit-il, montrant un cahier rempli de dessins et de notes, à propos d'un garçon qui a retrouvé son chemin vers la maison en suivant les étoiles. 1 an s'était écoulé depuis l'inauguration du Jardin des Étoiles. La terrasse du manoir des Moreau, autrefois un espace de solitude et de souvenirs douloureux, pulsait maintenant de vie et de possibilités. Par un après-midi spécial de printemps, Hélène montait les escaliers sans sa canne pour la première fois, s'appuyant seulement sur le bras de Michel. « Doucement, grand-mère », sourit le garçon, fier des progrès d'Hélène. « Nous avons tout notre temps. » Le jardin était particulièrement beau ce jour-là. Il se préparait pour une double célébration, l'anniversaire d'1 an de l'espace éducatif et le lancement du premier livre de Michel, Le garçon qui habitait dans les étoiles, une histoire inspirée de son propre voyage de retour à la maison. Béatrice, qui restait proche de la famille,
avait été enchantée par les écrits du garçon. « Tu as hérité du don de ta mère pour entrelacer réalité et magie », commenta-t-elle, feuilletant le manuscrit illustré de dessins réalisés par Michel lui-même. Le Jardin des Étoiles était devenu bien plus qu'un simple projet éducatif. C'était maintenant un point de rencontre pour les rêveurs de tous âges. Les samedis, des familles entières participaient à des ateliers de jardinage et d'observation astronomique. Les nuits de pleine lune étaient particulièrement magiques, avec des séances de contes sous les étoiles. Richard observait avec amour comment sa famille s'était épanouie. Hélène, complètement rétablie, donnait maintenant ses propres cours de botanique, partageant des connaissances qui semblaient auparavant perdues à jamais. Robert s'était transformé en un défenseur dévoué de l'éducation environnementale, élargissant le programme de bourse d'études à d'autres villes. « Regarde ça, grand-mère » appela Michel, montrant une découverte surprenante parmi les orchidées. Une espèce rare, que tous croyaient éteinte dans la région, avait spontanément germé. C'est comme si le jardin continuait à nous offrir des surprises. Marie, qui coordonnait maintenant un programme d'alimentation saine avec les herbes du jardin, sourit en voyant l'interaction entre la grand-mère et le petit-fils. « Mademoiselle Claire serait si fière », commenta-t-elle, les yeux humides d'émotion. Le livre de Claire avait inspiré une révolution silencieuse. Des écoles de tout le pays commençaient à créer leurs propres jardins éducatifs, adaptant le modèle du Jardin des Étoiles à leur réalité. Michel participait souvent à des vidéoconférences, partageant ses expériences avec d'autres jeunes éducateurs environnementaux. Un soir spécial, alors qu'ils préparèrent la terrasse pour la célébration du lendemain, Hélène trouva Michel complètement absorbé dans ses pensées, observant les étoiles à travers le télescope. « Tu sais, grand-mère, » dit-il sans détourner les yeux du ciel, « parfois j'ai l'impression que maman avait tout prévu, comme si chaque pas que nous avons fait était écrit dans les étoiles. » Hélène serra son petit-fils dans ses bras, sentant son cœur déborder d'amour. « Ta mère a planté les graines, c'est Michel, mais toi, avec ton cœur plein de lumière, tu les as fait fleurir d'une manière qu'elle n'aurait même pas pu imaginer. » Le grand jour arriva avec une surprise spéciale. Pendant la cérémonie de lancement du livre de Michel, une étudiante du programme de bourse monta sur scène pour présenter sa découverte. Une nouvelle espèce d'orchidée trouvée dans le jardin qui ne fleurissait que sous la constellation du Phénix. L'espèce fut officiellement baptisée Claire Stellaris, en hommage à la femme qui avait rêvé ce jardin bien avant qu'il n'existe. Le succès de l'espace apporta un changement significatif au manoir. Hélène et Richard décidèrent de transformer le rez-de-chaussée en un centre culturel permanent, où les histoires de Claire et maintenant aussi celles de Michel pourraient inspirer encore plus de personnes. « Regarde, Michel », dit Hélène un soir, montrant à son petit-fils une vieille photographie de Claire enfant. « Ta mère disait souvent que les meilleures histoires sont comme les étoiles. Même quand on ne peut pas les voir, elles continuent de briller, guidant le chemin de ceux qui savent tout chercher. » Michel sourit, comprenant profondément le sens de ces mots. Dans ses mains, son propre livre fraîchement publié brillait sous la lumière des étoiles, ses pages prêtes à inspirer une nouvelle génération de rêveurs. Le Jardin des Étoiles continuait de grandir et de se transformer, tout comme les personnes qui le visitaient. C'était plus qu'un espace d'apprentissage, c'était un lieu où les rêves prenaient racine et où les histoires prenaient leur envol. Et au centre de tout cela, l'amour d'une mère pour son fils, d'une fille pour sa mère, continuait de fleurir, éternelles comme les étoiles qui gardaient leurs secrets.